Non, ça marche pas, ça. Mais effectivement, il y a un mot qui m'intéresse, c'est graphite. Hein. Effectivement, je vais vous parler de graphitisation à un moment donné dans le procédé de fabrication. Alors, à partir du pétrole, ouais. Non, pour le coup, pas de charbon, ça marche pas. Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de tout ça. Qu'est-ce qu'il me faut pour faire des fibres de carbone? En fait, je suis même... Oui. Alors, nanotube de carbone, vu le prix que ça coûte, je ne pense pas qu'on parte de nanotubes de carbone pour faire des fibres de carbone. Non. Pas de CO2 non plus, ça ne marche pas. Bon, je vais vous dire ça. En fait, vous partez, alors vous avez différents précurseurs. Alors du coup, on va passer sur le slide d'après. Donc, c'est ce qu'on disait, hein, on va utiliser des fibres de carbone parce qu'on a des très fortes propriétés mécaniques, donc des modules d'ion très élevés. Mais ces fibres de carbone, pour les élaborer, pour les synthétiser, on va partir de différents types de précurseurs. Et généralement, ces précurseurs, ça va être des polymères. Alors, polymères synthétiques, à partir d'acrylonitrile, hein, donc à partir du polyacrylonitrile. Et justement, le brai, Gab, c'est un résidu issu du pétrole. Donc, c'est celui-là, d'accord? C'est le brai, le pitch, là, ce qu'ils appellent brai ou pitch. C'est les résidus de raffinerie issus du pétrole. OK? Donc, on a les résidus du pétrole et de la houille dont on va parler ici. On a des polymères synthétiques qui sont polyacrylonitrile. Et puis, on a les polymères naturels. Et c'est comme ça, initialement, que les fibres de carbone ont été faites. C'était à partir de cellulose, donc à partir de polysaccharides. Et où, maintenant, à partir de lignine. Alors, je n'entrerai pas trop dans ce précurseur-là. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que la lignine? Non? Alors, la lignine. De manière simple, la lignine, c'est issu du bois. Exactement. C'est issu du bois. En fait, dans le bois, on a... alors, je vais me tromper sur les pourcentages, donc je ne vais pas dire les pourcentages. Dans le bois, on a beaucoup de cellulose, mais on a aussi de la lignine. D'accord? Donc, cellulose, c'est un polysaccharide, mais la lignine, c'est un polyaromatique. J'essaierai de vous choper une structure de la lignine quand même. D'accord? Donc, c'est un polyaromatique. Issu du bois. Et de nouveau, pourquoi la lignine, oh là là, la lignine entre en jeu? Parce que la lignine, finalement, c'est une ressource renouvelable, c'est un matériau biosourcé, qu'on peut valoriser la biomasse, donc on est carrément dans la philosophie de Rich et de la chimie verte.
Donc, il y a pas mal de choses qui sont faites à partir de lignine à l'heure actuelle. Je n'ai pas, faudrait que je cherche ça, mais j'ai pas essayé de chercher les infos sur cette lignine. Pourquoi ça vous fait rire, chimie verte? On essaie de tendre vers ça, hein, quand même. Si. Moi, j'y crois, en tout cas. Donc, Olivier, je vous sors du cours. Hein. Je vous dégage du cours. Non, mais une chimie verte, une chimie à 100% verte, c'est pas possible. C'est balèze. Si, c'est possible. À 100%? Il y a vraiment à 100%. Il y a des procédés qui pourront l'être? Ouais. Bon, je vous crois parce que je vous aime bien, mais... Faut que je normalement, je suis pas aussi persuasif. convaincre un peu plus que juste avec un ouais. Si, en fait, il y a quand même tout un tas d'articles qui sortent dans Green Chemistry, là, qui est un journal... Vous faites rire. Il y a tous les articles. Regardez dans Green Chemistry, là, c'est un truc qui est en train de péter les high scores, là. Et si vous regardez, franchement, il y a du taf, hein. Il y a vraiment du bon taf, pas de solvants, enfin des solvants verts, des monomères issus de la biomasse, où tu as zéro... Moi, tous mes cours de chimie verte, ça a commencé par la chimie ne pourra jamais être verte. Voilà, tous. Oh là là. Ouais, mais c'est des profs de chimie verte. Il avait quel âge, votre prof? Il a... je crois qu'il devait avoir entre 40 et 50. Hein. Ah bah non, je peux pas y croire à ça. En plus, il faisait des liquides ioniques, il a développé les micro-ondes, tout ça. Enfin, il a opté là-dedans. Hein. Il dit et il ose dire, enfin, moi je dis pas que tout va être remplaçable. Hein. Oui, voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est qu'on sera jamais 100%. Je dis pas qu'on va réussir à tous les coups d'utiliser une chimie verte et tout, mais on essaye d'éviter, faut qu'on arrête, quoi. Oui, non, mais je suis d'accord, hein, faut qu'on arrête d'utiliser du palladium dans un truc comme ça, ou... Enfin, oui. Ouais, alors là, pour le coup, la chimie des métaux de transition... Bah oui, voilà, ça va être ça, par exemple. Comment on va remplacer tout ça? Par contre, utiliser des monomères issus de la biomasse et faire des polymères à partir de ça avec des propriétés équivalentes, j'y crois. D'ailleurs, si vous avez 2-3 idées, je suis preneur. Hein. Monter un petit projet... Ouais, c'est ça, une petite start-up tous ensemble. Une start-up là-dedans, ouais, ça serait pas mal. Ouais. C'est un petit goal. On met du jus au labo quand même, mais c'est chaud. Hein. Okay. J'ai vu aussi qu'à Reims, il y avait un très bon labo qui essayait de développer des nouveaux polymères avec des monomères issus de la biomasse. Bon. Mais du coup, attendez, quand vous disiez Green Chemistry, c'est quoi? C'est un journal, c'est ça? Ouais, c'est un journal. Et c'est en libre accès Alors, je sais pas si c'est en libre accès, mais su par la BU, je pense que vous y avez accès avec la BU, je pense. Même pas sûr, mais bon. Ok. Ça marche? Ça marche. Moi, je n'ai rien contre les chimistes, hein, Danu, tu sais ça. Ah non, c'est Xavier, ils sont chiants, ces chimistes. Ça marche. Donc, est-il que pour faire ces fibres de carbone, on a 4 précurseurs possibles. La cellulose, alors ce que Gab appelle pétrole, mais que moi j'appellerais brai ou pitch. L'acrylonitrile, alors le premier qui me parle de brioche pitch, je lui en colle une la prochaine fois que je vois. Acrylonitrile, polyacrylonitrile, et ça on va pas mal en parler parce que c'est quand même le précurseur de base. Et donc la lignine, il faut savoir que ça existe, que ça commence à
se mettre en place. Maintenant, j'ai pas trop d'infos là-dessus pour l'instant. Il faut que je complète. Ok? Et donc, ça a commencé ces affaires de fibres de carbone à partir de cellulose. C'est Edison, donc le même que, enfin c'est le physicien là, hein, les fibres, les trucs électriques et tout ça, c'est le même. Il a commencé à prendre du bambou et à faire de la pyrolyse, donc à chauffer très 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 fort pour avoir les fibres de carbone. Après, on est passé à de la cellulose régénérée, alors qu'on appelle Rayon en 1950. Alors, j'avoue que, donc effectivement, c'est les premières fibres de carbone qui sont sorties et c'est important d'avoir quand même ça en tête. Le problème, c'est que dans ces procédés-là, pour faire ces fibres de carbone, on n'appliquait aucune tension pendant le traitement thermique. Et donc, depuis tout à l'heure, tout ce que je vous dis, hein, fibre de verre, etc., vous étirez pour avoir zéro défaut, pour avoir des résistances mécaniques plus fortes. Donc, forcément, si vous ne mettez pas de tension, si vous n'étirez pas, vous n'allez pas avoir des propriétés mécaniques très bonnes. Donc, initialement, il n'y avait pas de tension pendant le traitement, donc du coup, c'était pas top. Et en fait, dans ces fibres de carbone-là, finalement, vous n'aviez que 20% de carbone dans les fibres de carbone finales, ce qui est quand même pas terrible au niveau taux de carbone. On verra un petit peu les taux de carbone qu'on arrive à atteindre maintenant. Et puis, globalement, ce procédé, il coûtait cher à mettre en place, à récupérer, etc., etc. Donc, ça existe, ça existait. Maintenant, on est un peu passé à autre chose. Donc, deuxième précurseur, c'est le pitch, là, le brai. Donc, c'est des résidus de raffinerie qui sont issus du pétrole ou de la houille. Avec ces procédés-là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah! C'est pas grave. Et donc, on contient ces fibres de carbone contiennent 90% de carbone, mais globalement, le procédé, il est très très cher aussi, donc le raffinement est coûteux. Et on n'arrive pas à éliminer toutes les impuretés qu'on peut avoir dans les fibres de carbone. Donc, par contre, on arrive à avoir un module Young le plus élevé de toutes les fibres de carbone par ce procédé-là. Alors, je pense que c'est parce qu'on n'a pas à traiter des polymères synthétiques qui sont blindés d'autres atomes que du carbone et de l'hydrogène. Je pense que c'est ça l'explication. Troisième précurseur dont je vous ai parlé, c'est le polyacrylonitrile. Alors, le polyacrylonitrile, tout le monde se rappelle de la structure du polyacrylonitrile? Bien sûr! Tous? Ou est-ce qu'il faut que je fasse un petit... Alors, je ne sais même pas comment je vais pouvoir dessiner ce truc-là.
Donc, CH2. CH2, attendez, je vais faire autrement. C'est ça. C'est ça. Donc, un petit truc. Il y a eu à l'examen? Sérieusement? Ah ouais? Merde, je savais pas. Le fameux. Donc CH2, CH2, CN. N fois. La première période avec Madame Jarouche, Paris. Yes. Ouais, du coup, tout le monde s'en souvient maintenant. Voilà, CH2, CH2, CN. Donc votre CN, il est en bas. Hein. D'accord? Donc ça, ce procédé-là, il a été développé à partir de 1960. Il est à 49% du taux de carbone. Vous avez les notes de la première période quand même, là, rassurez-moi. Ouais, ça, ouais. Ok. Ça marche. Donc, taux de carbone disponible sur ces fils. Ouais, je sais, Danou. Je suis surprise hein, parce que je suis surprise parce que logiquement tout a été corrigé. Hein. Ouais. Je pense que ça y a une couille dans le potage. C'est inadmissible, carrément. Allez, c'est l'heure de la rébellion. Il lui reste 20 minutes, ouais. Après, ce sera trop tard. En fait, il attend bien. Il attend bien 17h pour bien vous pourrir le week-end, du coup, si ça se trouve. La légende dit que les M2 de l'année dernière... Oh, c'est pas gentil, ça. Faites bien, vous êtes enregistré, hein? Oh là là! Il va falloir payer en chocolat, hein? Alors, 49%... Allez, on revient. On revient avec les... Mais oui, que ça reste entre nous, évidemment. Hein. Tout ce que je dis aussi reste entre nous. Donc, on revient là sur le polyacrylonitrile. On est bon là? Est-ce qu'on peut revenir? Ouais. Allez, on revient. Donc, polyacrylonitrile. Donc là, pour le coup, on n'arrive pas à des teneurs comme ce qu'on avait avec le brai. Hein. On arrive à 49% en taux de carbone. Par contre, on arrive à des meilleurs résultats en termes d'organisation de la structure. Et on va voir un petit peu comment on arrive à cette structure. Et donc, globalement, la qualité des fibres dépend fortement des qualités du précurseur initial, donc du polyacrylonitrile, celui duquel vous partez. Alors ici, vous avez la version anglaise, hein, puisque vous êtes globalement tous bilingues maintenant. Ou donc, mais il y a la version française juste derrière. C'est juste pour avoir une petite vision globale du truc. D'ailleurs, ce serait marrant qu'on fasse des cours en anglais, juste pour rigoler. Alors, plusieurs étapes. On part du précurseur. On passe dans un four sous atmosphère d'air.
Donc, on a une étape d'oxydation. On passe ensuite dans un four. Et quand on parle de four, on est sur une étape qui va jusqu'à 1500 degrés, qui va s'appeler une étape de carbonisation. On va voir ce qui se passe chimiquement parlant sur les fibres. Et ensuite, on a un autre four. Alors, ça peut s'arrêter là. On va le voir juste après. D'accord ? On peut s'arrêter là. Mais on a potentiellement une autre étape qui est l'étape de graphitisation. C'est pour ça que quand je ne sais plus qui m'a parlé de graphite, ça m'a bien plu. Parce qu'effectivement, à la fin, vous avez du graphite dans vos fibres de carbone. Et donc là, vous le chauffez entre 1500 et 2500 degrés. Et si vous regardez bien l'affaire, on est toujours sous étirage. D'accord? On tire sur la fibre pendant ce procédé de fabrication. Ouais. Il n'y a pas de S. Pultrusion. OK? Donc, oxydation, carbonisation, graphitisation. Donc, vous avez ça in French in the text. Donc, c'est une autre représentation, c'est la même histoire. Hein. On parle des bobines. Première étape, l'oxydation. Donc, si vous regardez bien, l'oxydation à l'air ne se fait que à 300 degrés. On a l'étape de carbonisation, d'accord, sous azote, généralement. On chauffe jusqu'à 1500, pas longtemps, hein, d'accord. On peut récupérer les fibres de carbone ici. On fait un traitement de surface, on fait un enzymage, d'accord. Et ce qu'on va avoir, c'est des fibres de carbone qui sont appelées haute résistance, d'accord. Donc celles-là, elles sont à haute résistance. Et on a l'étape supplémentaire qui est l'étape de graphitisation, donc sous gaz inerte, et généralement là c'est l'argon, où vous chauffez très fort à 3000 degrés, traitement de surface, enzymage, et là vous récupérez des fibres de carbone de haut module. Donc en fait, quand vous parlez de fibres de carbone, à partir de maintenant, il faut se dire, tiens, est-ce qu'on est en train de parler du film de carbone de haute résistance ou est-ce qu'on est en train de parler d'une fibre de carbone à haut module? OK? Ça marche, ça? Et donc, l'étape 1 de la fabrication des fibres de carbone, on vient de le voir, c'est l'oxydation. D'accord? On prend le précurseur de type polyacrylonitrile, on chauffe sous air, donc on fait pénétrer l'oxygène dans le polyacrylonitrile et ce qui va se passer, c'est ce que je vous montre là dans cet encadré, c'est que vous allez réticuler votre polyacrylonitrile puisque vous allez avoir une oxydation et des ponts qui vont se former entre les chaînes de polyacrylonitrile. Donc, vous allez arriver sur de la réticulation. Et qui dit réticulation dit modification physique et chimique importante. Le fait de réticuler, vous êtes plus... Alors, c'est long à faire. Pas très long, hein. Regarde, en 4 heures, tu peux avoir ta fibre. Hein. D'accord? Donc, modification physique et chimique, déjà rien que la solubilité, hein, le fait d'être réticulé, vous êtes plus soluble, enfin, vous avez des changements de propriété assez fortes lors de ce traitement thermique et de cette oxydation. Et entre nous, hein, dès cette étape-là, dès l'oxydation, on passe, donc le polyacrylonitrile, c'est un polymère qui est blanc et qui est plastique. OK.
Vous le chauffez à 300 degrés. Autant vous dire que vous avez donc un réseau tridimensionnel réticulé qui ne fond pas et qui est tout noir. Et donc, toujours avoir en tête, d'accord, que lors de ce traitement, on maintient une tension pour avoir une orientation axiale de la fibre, pour avoir une orientation privilégiée de la fibre. Ça marche, ça? D'accord. Donc, on en est là. On a fini l'oxydation. On va sur la deuxième étape qui est la carbonisation. Alors, carbonisation, on a dit 1000 degrés sous azote. Et c'est là que vous formez les fibres de carbone. Vous éliminez presque 50% de vos résidus. D'accord? Donc, ce qui se passe, c'est que vous formez ce genre de structure, donc type graphite. Hein. Dès là, vous avez du graphite qui se forme avec des ponts CN double liaison C. Donc, vous avez des plans aromatiques qui se forment, alors que ici, je vous rappelle que, oula, 2, 3, ici, vous avez de la réticulation, mais pas de plan aromatique. Et donc, du coup, on a un réarrangement et vous avez des structures hexagonales qui se forment et qui forment des fibres qu'on appelle dites haute résistance. Et donc, dans ce cas-là, dans ces fibres dites haute résistance, vous avez des hétéroatomes encore de type azote et hydrogène qui traînent dans votre architecture, enfin dans votre structure chimique de vos fibres de carbone. OK? Donc, toujours sous contrainte, hein, toujours sous tension. Ouais. Aline, je t'écoute. C'est quoi que vous appelez continu? Ah, non. C'est plus pendant la décomposition thermique, tu as ta microstructure qui évolue de plus en plus, c'est-à-dire que tout ne passe pas directement avec de la réticulation de ce type-là, mais au fur et à mesure, tu as les ponts et les plans aromatiques qui se forment. En fait, continue dans le temps. Voilà. La conversion, si tu veux, la conversion va augmenter, la conversion en graphite va augmenter au fur et à mesure du temps. Donc, voilà pour la carbonisation. On en est là. Donc, on parlera de traitement de surface et d'enzymage un petit peu plus tard, si on a le temps, en complément de ce que va vous dire Madame Benevaux. Et donc, dernière étape qu'on a, c'est la graphitisation. Qui, donc là, on chauffe de 2000 à 3000 degrés. Et donc là, ce qu'on va avoir, c'est un haut module. Alors là, ce graphique essaye de vous expliquer l'effet de traitement, enfin l'effet de la température du traitement. Donc là, vous avez à gauche la résistance mécanique, donc qui est en rouge ici. Et vous avez le module Young qui est en bleu.
Et en fait, ce qui a été noté, c'est que plus on augmente, alors la première étape, on est d'accord, on s'arrête à je ne sais plus quelle température, à 1500 degrés, donc on est là. C'est-à-dire qu'on a vraiment une haute résistance. D'accord? C'est vraiment la résistance mécanique qui prévaut. Le module d'ion, finalement, il n'est pas très haut. Enfin, il n'est pas très haut. Non, il n'est pas très haut. Mais plus vous augmentez cette température, donc là, on est sur du 2500 degrés, vous allez avoir une résistance mécanique qui va baisser. Et par contre, le module d'ion va augmenter. Donc, il y a vraiment cet effet de si je me mets à 1500 degrés à la carbonisation, je vais avoir une haute résistance. Par contre, si je traite à 2500, je vais avoir un haut module. Donc, on a vraiment, et on verra aussi lors du TD, on a vraiment la possibilité, selon les traitements thermiques qu'on fait sur notre polyacrylonitrile, d'avoir une large gamme de propriétés des fibres de carbone. Mais s'il y a bien une chose qui est sûre, c'est que pour avoir des fibres de carbone avec des bonnes propriétés mécaniques, donc avec de l'anisotropie, on est obligé de rester sous tension pendant tout le procédé de préparation. D'accord? Ça marche? Donc là, c'est un petit résumé, alors qui n'est pas super beau et je m'en excuse. Je ne sais pas pourquoi ça sort aussi merdiquement. Mais globalement, c'est la même idée que ce qu'on vient de raconter dans les slides d'avant. Hein. C'est la carbonisation, on se débarrasse de tous les hétéroatomes, on arrive à cette structure hexagonale, donc on a une haute résistance, et plus on augmente la température, plus on va avoir un module et une structure hexagonale finalement en réseau tridimensionnel. Ok? Et j'ai envie de vous dire, on va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez?